Donc on va commencer d'abord avec Madame Stéphanie Dautel, qui est chef de projet à la santé, qui s'occupe du programme Carto Santé, qui est une base de données qui a été ouverte à certaines professions paramédicales et aux médecins généralistes, et qui là est en train d'intégrer toutes les données épidémiologiques de facturation et puis d'activité des ophtalmologistes et des orthoptistes. Et ça va amener un instrument très utile à la profession. Donc, elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais elle est à distance. Donc, elle va vous présenter ce que c'est Carto Santé et le programme de déploiement. Bien, bonjour Madame Dautel, et merci de participer à la 14e journée du SNOF. Et puis, je vous laisse piloter la présentation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, on va voir, le docteur Bourg a bien introduit le sujet, donc je ne sais pas ce que je vais vous dire beaucoup en plus, mais bon, on va voir, je vais trouver. Donc, effectivement, je suis chef de projet donc, au sein de la direction du numérique des ministères sociaux, qui comprend le ministère de la Santé. Et Carto Santé est un outil cartographique disponible sur Internet qui est spécifique à la cartographie des données d'offres de soins et d'activités de soins et aussi de consommation pour certaines professions libérales. Et on a ouvert les données. Enfin, je comptais vous apporter une bonne nouvelle et vous dire aujourd'hui que c'était en production, mais malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui, mais ce serait, je pense, pour la semaine prochaine, où vous pourrez les consulter. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est imminent. Donc, pendant la présentation, si ça veut bien changer, voilà, on va regarder quels sont les usages qu'on peut faire de l'outil Carto Santé, qu'est-ce que c'est, quelles informations on a recensées pour la profession des ophtalmologues et des orthoptistes, d'où proviennent les données qu'on a intégrées dans l'outil, et on finira par un exemple concret d'usage. Si on a le temps, je ferai une petite démo en direct. Sinon, voilà, l'exemple est intégré avec des captures écran dans la présentation. Donc, à quoi ça sert Carto Santé? Carto Santé, ça a différents usages et ça permet de répondre à des questions du type, pour cibler son lieu d'installation. Si je suis ophtalmologue et je souhaite m'installer en libéral, alors j'ai pris l'exemple de Châteauroux et ses alentours, Carto Santé va nous permettre d'obtenir un certain nombre de cartographies et de données pour nous aider à prendre notre décision. Ça peut nous permettre aussi de réaliser des cartes à partir des indicateurs proposés. Donc, si je travaille sur un plan d'action sur la santé visuelle et que j'ai besoin de mesurer l'offre de soins en ophtalmologie, en orthopsie sur un territoire donné, que ce soit une communauté de communes ou un département, un canton, voilà, je vais pouvoir me rendre sur Carto Santé pour avoir une partie, je ne dis pas qu'il y a tout ce que vous voudrez, mais il y a en tout cas pas mal d'indicateurs qui vous sont proposés pour faire votre plan pour déboucher sur votre plan d'action. Donc, ça permet aussi d'observer la situation des territoires, de réaliser des études de marché, puisque au-delà des cartes, on a la possibilité d'éditer des portraits de territoire. Donc, ça va être des indicateurs qu'on aura sélectionnés avec les représentants des professionnels de santé et qui seront représentés sous forme de tableaux ou de graphiques et qui permettent après d'analyser les données et qui permettent aussi de comparer votre territoire d'études. Donc, par exemple, j'ai cité juste avant Châteauroux, et si on prend les 50 km autour de Châteauroux, on étudie ce territoire et on peut le comparer à un autre territoire, par exemple à un canton, à un département, à une région, ou alors à une autre grande ville et ses alentours. On peut en fait comparer deux territoires à façon entre eux via ce portrait de territoire. Et il y a une fonctionnalité un peu plus avancée, c'est si jamais dans l'outil Carto Santé, il n'y a pas tous les indicateurs que vous souhaitez et que vous, sur votre ordinateur, vous avez un fichier Excel avec vos données par département, par exemple, vous pouvez venir les intégrer dans Carto Santé et les comparer avec les données présentes dans Carto Santé.
Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans Carto Santé au-delà des possibilités techniques? C'est un outil qui va permettre, un outil de diagnostic et d'aide à la décision en matière de démographie médicale et en matière d'offres et de consommation de soins de premier recours dans un premier temps. Et là, on va au-delà avec l'intégration de votre profession et des orthoptistes. Donc aujourd'hui, sont présents déjà les médecins généralistes depuis près de 18 ans. Je crois que pour eux, si je ne me trompe pas, on a 18 ans d'historique. Il y a les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et les chirurgiens dentistes. Et on a rajouté plus récemment les orthophonistes et les sages-femmes. Donc là, on doit avoir à peu près 5-6 ans d'historique sur les orthophonistes et les sages-femmes. Et puis, comme je le disais, dans les jours qui viennent, on mettra en production les données des ophtalmologues et des orthoptistes. Aujourd'hui, c'est sur notre site de test, mais tout est validé et on va pouvoir mettre ça en ligne. Pour ces 8 professions, donc on va avoir au total près de 400 indicateurs qui sont répartis sur 4 thématiques. Donc, on a la consommation de soins des bénéficiaires du territoire qu'on a sélectionné, l'offre de soins, l'activité des professionnels de santé et des centres de santé et l'accès aux soins. Et on a aussi en plus des données de contexte, donc principalement issues de la population, donc par tranche d'âge et par catégorie socio-professionnelle. Et on a quelques données sur les affections de longue durée. Donc pour ces données-là, l'outil, comme c'est un outil disponible pour le grand public, on applique un secret statistique quand il y a sur un territoire moins de 11 bénéficiaires de soins ou moins de 4 professionnels de santé actifs. Pour les données de consommation et d'activité, le secret statistique s'applique et les données ne seront pas affichées. Comme ça permet d'éviter la réidentification d'un bénéficiaire ou alors, sur les professionnels de santé, d'éviter de réidentifier peut-être un niveau de revenu du professionnel s'il n'y en a qu'un sur la zone et qui fait beaucoup d'activités. Enfin, voilà. Si je reste encore, les données sont disponibles sur plusieurs échelles géographiques. Donc, on va pouvoir faire nos cartes et disposer de nos rapports de territoire, que ce soit au niveau de la commune. Et pour Paris, Marseille et Lyon, les communes sont... les arrondissements, on va éclater les données au niveau des arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille. On a les données qui sont disponibles au niveau des communautés de communes, des cantons, des bassins de vie, des territoires de vie santé, des départements, des régions, des zones d'emploi. Enfin, au total, il y a 9 niveaux géographiques disponibles. Donc, Carto Santé, il est accessible gratuitement. Il n'y a pas besoin d'identifiant et de mot de passe pour s'y connecter. C'est vraiment un site grand public. C'est pour ça qu'on applique un secret statistique sur certaines données. Il est aussi accessible sur les sites internet des ARS et sur les portails d'accompagnement des professionnels de santé. Et le public cible, c'est principalement les professionnels de santé qui souhaitent s'installer en libéral, les élus et les décideurs qui ont besoin de monter des projets de santé sur leur territoire ou d'avoir des diagnostics en offre et en consommation de soins, par exemple, sur leur territoire. Les publics spécialisés, les consultants et les chercheurs, avec l'historique qui est assez profond selon les professions. Les consultants et les chercheurs peuvent mener des études un peu plus avancées. Et les agents des ARS et du ministère. Donc, les informations qu'on a recensées pour les ophtalmologues et les orthoptistes, donc il y a à peu près une quarantaine d'indicateurs relatifs aux ophtalmologues et une cinquantaine pour les orthoptistes. Donc, pour sélectionner ces indicateurs, on a constitué 2 groupes de travail, un avec les représentants des ophtalmologues, dont le docteur Bourg faisait partie, et un autre groupe de travail avec les orthoptistes. Et au sein de ce groupe de travail, il y avait également l'adresse, la direction de la recherche des études
et d'évaluation statistique et la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé et de la Prévention et la direction du numérique des ministères sociaux qui composaient ces groupes de travail, hein. Ce qui nous a permis de sélectionner les indicateurs les plus intéressants et étant disponibles aussi pour votre profession. Donc, au niveau de la consommation de soins, on va être sur des indicateurs de dénombrement et de part des bénéficiaires de soins d'ophtalmologue et aussi le nombre d'actes ou de séances pour les ophtalmologues et les orthoptistes. Au niveau de l'offre de soins, donc ce volet consommation permet de dessiner le profil de la patientèle. Au niveau de l'offre de soins, on va être sur du dénombrement de professionnels de santé et de la densité. Donc, les ophtalmologues et les orthoptistes, on va faire du dénombrement par classe d'âge, ce qui nous permet après, si on veut faire des études et voir si il peut y avoir à court terme ou à moyen terme un déficit de ces professions. Voilà, on a les tranches d'âge qui nous permettent de voir la répartition de l'offre. On a également en complément une sélection de professionnels de santé connexes, comme par exemple les pédiatres, les opticiens. On a les plateaux techniques aussi en milieu hospitalier, des structures médico-sociales type IME par exemple, et les centres de santé également. Ce qui permet pour l'offre de soins de présenter un peu la concurrence entre guillemets ou l'environnement des professionnels avec qui vous seriez amené à travailler si vous vous installiez sur ce secteur-là. Au niveau de l'activité, on est sur du dénombrement d'actes, la répartition en fait de ces actes, la part des actes, et l'activité moyenne par professionnel de santé au total et par type d'acte. On a fait des focus sur certains actes comme les actes de chirurgie ou certaines catégories d'actes CCM comme le glaucome par exemple, le strabisme par exemple aussi, et il y avait la cataracte, puis il y avait d'autres catégories. Et pour les orthoptistes, on a fait des focus sur les forfaits RNM et RNO. Et il y a également la part de l'activité en centre de santé qui est représentée. Et la dernière catégorie d'indicateurs, c'est ce qui concerne l'accès aux soins. Donc, il y a la consommation intracommunale. Alors, peut-être que sur les ophtalmologues et les orthoptistes, c'est peut-être un peu moins intéressant que sur les professions de premier recours, puisque vous avez une zone de recrutement, si je puis dire, qui est plus éloignée que les professionnels de santé de premier recours, mais en tout cas, l'indicateur est présent. Les pôles d'attraction des professionnels de santé, donc justement savoir les professionnels de santé qui sont installés par exemple à Troyes, quelle commune, les habitants de quelle commune viennent-ils principalement, et des indicateurs de distance et de temps d'accès aux plus proches professionnels de santé. Donc, tous ces indicateurs, ils proviennent essentiellement du système national des données de santé, donc ce qui est des données de l'assurance maladie et de remboursement de soins, de facturation, comme disait le docteur Bourg. Donc, pour ce qui va être consommation, activité des professionnels de santé et des centres de santé. Pour ce qui est démographie aussi et implantation des professionnels, on utilise aussi ce qui provient du SNDS et notamment le fichier national des professionnels de santé. On a choisi ça et pas le RPPS parce que dans le RPPS, il peut y avoir des médecins qui sont pas actifs, des professionnels de santé qui sont pas actifs. Donc voilà, on est vraiment sur ceux qui ont eu au moins un remboursement, un paiement de soins dans l'année. Pour ce qui est localisation des établissements sanitaires et médico-sociaux, on est sur le fichier national des établissements sanitaires et médico-sociaux, qui est FINES, et l'enquête SAE, la statistique annuelle des établissements. Pour les zonages conventionnels, c'est l'ARS.
Et pour les données de cadrage et d'accessibilité, ça va être le recensement de la population de l'INSEE et l'outil qui permet de calculer les temps d'accès, c'est Métrique. Il est produit par l'INSEE aussi. Un exemple concret d'usage, donc j'ai pris l'exemple, voir si je suis ophtalmologue, je souhaite m'installer à Châteauroux ou dans les alentours. Donc je vais aller regarder. Donc je crois qu'on est un peu contraint sur le temps. Oui, un petit peu, oui. Non. Voilà, donc je ne vais pas faire la démo. Oui, je pense qu'on aura Je ne vais l'occasion pas faire la démo. d'en parler. Oui, oui. Donc je vais passer, j'ai encore 2 diapos à vous montrer. Mais je ne vais pas faire la démo en direct, ça serait un petit peu plus long. Donc là, je vous ai mis une capture écran du site de Carto Santé où j'ai fait une carte avec le nombre d'ophtalmologues libéraux au 31 décembre 2022. C'est la dernière année qu'on a mis en ligne, hein, avec le temps d'accès à l'ophtalmologue libéral le plus proche. Et puis, le contour rouge, c'est la zone que j'ai dessinée de 50 km autour. Juste pour vous dire, les données, toutes les données de Carto Santé sont actualisées chaque année, hormis celles du zonage conventionnel, parce qu'il n'y a pas de fréquence définie. Mais tout le reste, c'est actualisé chaque année. On fait cette actualisation en 2 temps. L'offre et l'accessibilité aux soins est mis à jour au premier trimestre de l'année suivante. Et tout ce qui est consommation et activité de soins, on attend que toutes les données de facturation de l'assurance maladie soient passées. Et donc, on met ça à jour en septembre. Et là, après, donc à partir de cette zone, je suis allée consulter les informations du portrait de territoire. Hein. Donc, des 280 communes là, qui sont dans les 50 km autour de Châteauroux. Et j'ai comparé ça à la région Centre-Val de Loire. Et donc là, j'ai isolé, vous avez le graphique de la répartition des ophtalmologues par tranche d'âge. Et là, vous voyez que donc là, c'est mon territoire, là, Châteauroux et ses alentours, à gauche. Le quart, hein, vert, hein, enfin vert, plutôt bleu, c'est les 70 ans et plus. Donc, c'est une part assez importante. Sur les 6 ophtalmos de mon territoire, il y en a 2 qui ont plus de 70 ans, enfin un tiers. Alors que sur la région, cette part, elle est vraiment plus petite. Donc là, peut-être qu'à très court terme, il pourrait manquer d'ophtalmologues. Au niveau de la densité, c'est pareil. On constate que sur ma zone, il y a 2,5 ophtalmologues pour 100 000 habitants, alors que sur la région, il y a 5,1 ophtalmologues pour 10 000 habitants. Donc on est quand même 2 fois en dessous. Au niveau des caractéristiques de l'activité, ce qu'il y a à noter essentiellement là, c'est que le nombre moyen de séances par ophtalmologue, il est significativement supérieur par rapport à la région. Donc, les ophtalmologues travaillent plus. Donc, la situation peut paraître un peu critique sur ce secteur. Et la part des bénéficiaires des ophtalmologues dans la population, elle est un petit peu inférieure à la part régionale. Donc, ces indicateurs, là, je vous ai fait un extrait du portrait de territoire. Ces indicateurs-là pourraient nous faire penser que l'installation d'un nouvel ophtalmologue serait opportune sur ce territoire. Donc voilà, c'était un des exemples qui... Après, il faut approfondir, peut-être avec d'autres données ou d'autres éléments de contexte, mais ça peut nous donner cette indication-là. Et pour en savoir plus, et je vais conclure sur cette diapo, nous organisons des démonstrations en visio de nos observatoires parce que Carto Santé, c'est un de nos observatoires, mais on en a un autre qui est plus généraliste, qui traite toutes les thématiques qui sont abordées au sein des ARS, mais c'est sur le même outil. Donc, on fait des démonstrations communes. Si vous voulez en savoir plus comment manipuler l'outil, notre prochaine démonstration, c'est le 19 octobre, de 14h à 15h en visio. Et je vous ai mis le lien si certains d'entre vous étaient intéressés pour y participer. Je vous ai mis les liens vers les guides utilisateurs, un petit guide de prise en main rapide et le guide plus complet, le site Carto Santé et notre adresse mail si vous avez des questions à nous poser. Donc, n'hésitez pas. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Dautel. Je pense qu'effectivement, c'est une base extrêmement riche
qui apportera beaucoup à la profession. Puis on sera amené, je pense, à faire des démonstrations et puis peut-être un webinaire un jour ou l'autre dessus, si vous êtes d'accord. Alors, il y a plein d'autres indicateurs. Ça, il y a un portrait de territoire qui est affiché automatiquement. Et puis à côté de ça, on peut chercher manuellement plein d'indicateurs de consommation de soins, en fonction de l'âge des patients, l'âge de l'ophtalmo. Enfin, il y a des centaines de possibilités en fait. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis le docteur Wavreil, donc je suis libéral à Douai. Et j'ai été missionné par Thierry pour participer aux différentes réunions à la fois sur le Ségur et sur la e-prescription. Donc on a eu quelques réunions depuis le début de l'année sur la e-prescription. Vous allez voir que c'est assez cocasse. Alors, on va juste revoir, c'est les principes globaux de fonctionnement, enfin la manière dont c'est expliqué par la caisse, les prérequis côté Ségur, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire en amont, la feuille de route originelle qui va à mon avis beaucoup évoluer, les problèmes qui sont apparus dès la première réunion, et ensuite toutes les autres questions de la deuxième réunion, et ensuite les acteurs qui pourraient nous aider dans la problématique. Donc, la e-prescription, ça c'est la diapositive qui est projetée à la première réunion. On nous explique que globalement, rien ne change, c'est assez simple. Le médecin fait sa prescription, il enregistre l'ordonnance dans le DMP, donc déjà, bon, ça pose des petits problèmes. Il imprime l'ordonnance avec un QR code. Au final, le patient se présente avec son QR code chez l'opticien ou chez son pharmacien qui va scanner avec une douchette et ensuite, ça permettra d'accéder aux données de l'ordonnance. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que déjà au niveau base de données, en fait, c'est une base de données différente. C'est-à-dire que la caisse a voulu sa propre base de données pour les prescriptions. Donc, ça ne passe pas par le DMP. C'est quelque chose de supplémentaire. Et ensuite, au niveau du DMP, pour l'instant, on est encore loin d'avoir quelque chose de structuré. On n'envoie pas des données brutes, mais on envoie des PDF. Donc c'est très pratique, c'est très sécurisé, comme on va le voir après. Donc en pratique, dans la diapo qui nous est présentée, c'est le médecin en fait qui va faire l'authentification par sa CPS, sachant que la majorité des ophtalmos ne connaissent même pas le code de leur CPS, vu que c'est la secrétaire qui l'a. Et ils sont censés ensuite faire l'autorisation pour envoyer sur le DMP, faire l'autorisation pour faire la e-prescription, et ensuite remettre l'ordonnance. Donc déjà, dans le schéma, ça posait quelques problèmes, vu que ça ne correspond pas vraiment à l'organisation type d'un cabinet, où généralement, il y a une délégation qui est faite auprès de la secrétaire, à la fois pour l'authentification, pour la e-prescription et pour le DMP, ça posera des soucis. Donc un exemple simple de ce que donnerait une ordonnance avec la e-prescription, on a le nom du prescripteur, tout est classique. On a simplement dans la partie basse un QR code et un code de prescription, et aussi des petites données, enfin un petit texte, un petit laïus sur le consentement du patient pour que les données soient envoyées à la fois sur le DMP et sur la base de données de la caisse. Donc là, on revient sur les prérequis. Les prérequis du Ségur, c'est un énorme travail, mais il y a encore beaucoup de choses à finaliser. Et en fait, ça fait partie de la phase 2, la e-prescription. La phase 2 va commencer au mois de novembre, sachant que la phase 1 n'est pas encore arrivée dans les cabinets. On a très peu d'acteurs qui correspondent aux prérequis de la vague 1. Donc il va y avoir la carte vitale dématérialisée, la ICPS. Vous avez déjà tous essayé la ICPS pendant la période Covid. On recevait plein de notifications où il fallait valider pour des vaccinations ou autres. Et après, il y a le numéro, donc l'INSI, qui va remplacer à terme le numéro de Sécu. Et plein d'autres petites choses comme ProSanté Connect, qui est un système d'authentification unique. Donc tous ces outils sont censés être établis et fonctionnels avant le démarrage de la e-prescription. Et la vague 2, c'est au mois de novembre. Donc ça, c'est un petit retour parce qu'ils ont dû faire une task force. On aime bien faire des groupements et autres. Donc c'est Action Sentinelle Ségur. En gros, c'est parce que ça ne marche pas. Et donc on a les retours d'à peu près tous les secteurs. Donc, qualité des logiciels à améliorer. Bon, c'est vrai que c'est très instable, il faut faire des clics partout, c'est pas très pratique. L'INSI, en fait, il faut le valider, donc il faut le valider avec une carte d'identité. Enfin, il y a pas mal de procédures qui alourdissent énormément la tâche. Et ensuite, il y a beaucoup de logiciels qui sont particulièrement contre-intuitifs. Donc, globalement, il y a une insatisfaction qui remonte. L'alimentation de mon espace santé, ça décolle pas. En fait, on a bien inversé la courbe. On était au départ sur 150 millions de documents dans mon espace santé, mais en fait, ça couvre à peine 12% de la population.
Donc la feuille de route initiale, donc on voit que ça a débuté très tôt, mais on n'a pas été convié. On intervient en fait très tard, c'est-à-dire qu'au moment où ils pensaient déployer quasiment, donc 2023, ils pensaient faire des pré-séries en ophtalmologie sur la e-prescription avant de s'apercevoir que leur cahier des charges ne correspondait pas à la façon dont on travaillait. Donc là, ils envisagent un déploiement progressif l'année prochaine, ce qui sera évidemment impossible. Donc on voit très bien dans la pré-série, en fait, la partie SNOF, on apparaît en avant-dernier, quasiment juste avant le déploiement, histoire de valider pas mal de choses, mais au final, ça sera très compliqué, il y aura beaucoup de choses à revoir. Donc les objectifs, c'est toujours simple, on a quelque chose qui va être transparent, simple, rapide, ergonomique, ça va être fantastique, mais en pratique et quand on essaie la solution, c'est pas vraiment ce qu'on a comme conclusion. Alors les problèmes arrivent, donc première diapositive présentée par la Caisse, c'était sur la prescription médicamenteuse. On s'aperçoit que dans leurs prérequis, il y a le LAP, simplement, on n'a pas de LAP globalement en dehors des structures hospitalières. Donc la prescription médicamenteuse pose déjà problème. Donc première remarque, c'est ce que à la réunion je dis, c'est embêtant, peut-être que ça va poser problème. Je dis mais non, c'est pas grave, on a une autre solution sans LAP. Et ça fait appel au CIP. Super. C'est quoi le CIP? Alors le CIP, c'est un numéro d'identifiant pour chaque prescription médicamenteuse, qui évidemment est absent de tous les logiciels ophtalmo. Donc on voit le petit caractère obligatoire ici. Et donc voilà, on a un préfixe, on a plein de numéros, et bon, donc ça n'est pas une solution en soi, et ça pose d'autres problèmes, sachant que tout est conditionné par ça. Et ensuite, il y a le problème d'authentification. Donc globalement, on a dû expliquer que les CPS étaient au niveau des secrétariats et que les médecins n'utilisaient pas la CPS directement, mais bien c'était de la délégation au secrétaire. Donc là, première surprise, ils nous ont dit c'est pas grave, vous avez qu'à faire tout par la ICPS. Je dis ça va être très pratique, donc à chaque fois que la secrétaire va faire quelque chose, il va falloir valider. Donc on va sortir le téléphone à chaque validation, ce qui va être quand même un petit peu compliqué. Donc que ça soit CPS ou ICPS, il faut revoir la méthode d'identification. Il y a le problème du téléversement dans le DMP qui est obligatoire, donc on envoie des PDF, donc on nous parle de sécurité des prescriptions médicamenteuses, sachant que changer un PDF, c'est quand même pas très compliqué, et donc le patient pourra librement faire toutes les ordonnances qu'il veut, en plus elles sont pré-signées. Après, l'envoi différé est impossible. C'est une des solutions qui avait été proposée, mais on nous a retoqué dessus. Donc l'ordonnance numérique au niveau optique, parce qu'ils pensaient que la prescription optique serait facile, mais c'était sans compter sans la Caisse, qui intervient et qui exige d'avoir un code LPP, donc les codes sur les listes des prestations au niveau de la sécurité sociale. On a ça uniquement pour les prothèses et pour les lentilles, mais ils veulent pour l'ensemble des prescriptions. C'est vrai que ça aurait été trop simple. Donc là, je vous ai mis juste un encart, parce qu'on a 32 pages de code LPP pour les prescriptions optiques. C'est très sympa à lire. Et là, on a des exemples avec des codes juste pour les verres unifocaux. Donc, juste pour avoir une prescription optique avec les bons codes, ça devient compliqué. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Simplement, ils ont mis une restriction, parce que sinon, ça aurait été trop simple. Donc, on ne peut faire qu'une ligne par côté. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire un verre teinté et une prescription. Donc là, ils doivent encore revoir leur système. Donc les retours, les professionnels sont pleinement inscrits dans la dynamique, on était motivés. En gros, ça bug et ça ne marche pas, mais ça, c'est pour l'INS et le DMP. Et la e-prescription, on n'a même pas entamé les pré-séries. Ensuite, lorsqu'ils ont déployé dans les hôpitaux, ça a été pas un carnage, mais on n'en est pas loin. Donc, on nous a dit donc ça va renforcer la pertinence des soins. Ça va éviter la iatrogénie. Bon, c'est le rôle du LAP, ça tombe bien, on ne l'utilise pas. On va réduire la falsification et la sécurisation. C'est bien parce qu'on utilise des PDF, donc c'est très utile, les patients peuvent s'auto-prescrire. Ça va simplifier les échanges à terme, certes. Par rapport à une ordonnance papier, je préfère largement donner l'ordonnance papier par rapport au système actuel. Et après, il faut quand même remettre en cause la diffusion du DMP. C'est 12% au 1er juin, sur la dernière réunion du COSUI. Et sa création remonte quand même à 2004. Donc on a un peu de temps, je pense, avant que la e-prescription arrive dans les cabinets. Donc heureusement, on a des acteurs qui fonctionnent bien, qui savent très bien le faire.
On a Mimosa Santé et Ordoclic, qui sont deux sociétés qui font ça très très bien. Le problème, ça va être de s'articuler avec la caisse. Et donc là, je pense que ça va être l'objet de très nombreuses réunions et de beaucoup de remises en forme. Voilà, je vous remercie. Donc c'est encore moi, je suis désolée. Donc ce coup-ci, je vous reparle des assistants médicaux, ce qui est plus ma casquette habituelle. Donc il y a eu tout récemment un rapport IGAS que Thierry nous a transmis, que je me suis fait un plaisir de lire, le rapport et les annexes, mais rassurez-vous, je vous sortirai juste 2-3 éléments. Et donc dans ce rapport, enfin, on est très content parce que, comme on en a parlé ce matin, il y a un retour sur le côté moteur des ophtalmos avec les TASO, puis les AMT. Donc, qui va embaucher des assistants médicaux à l'heure actuelle? Les généralistes à 60, et je ne vois pas très bien, %. Et parmi les spécialistes, qui sont 23%, en fait, les cardiologues sont à la pointe devant tout le monde et les ophtalmologistes en deuxième. Il y a maintenant une limitation de 1 assistant médical par médecin. Ça, c'est encore un contre-coup. C'est une mesure demandée à la suite des centres de santé pour qu'il n'y ait pas 50 000 assistants médicaux avec un médecin et que, à nouveau, on soit dans des prestations qui ressemblent à n'importe quoi. Le règlement arbitral, puisqu'on n'a plus de convention et qu'on est sur le règlement arbitral, a changé les règles entre les assistants médicaux soutenus par la CPAM. Il n'y a plus de tiers-temps. À l'époque, il y avait tiers-temps, mi-temps, plein temps. Il n'y a plus que temps plein, mi-temps. On n'a plus l'obligation d'être plusieurs pour embaucher un assistant médical et on a toujours bien les aides pour les secteurs 1 et l'Optam. Les assistants médicaux sont souvent des secrétaires, pour la plus grande part, mais aussi des infirmières, des aides-soignantes. Et nos tutelles s'inquiètent justement du fait que ce soit des infirmières et des aides-soignantes, parce que pour eux, ce sont des professions déjà tendues à l'hôpital, et ça les embête un petit peu qu'ils quittent la structure hospitalière pour venir dans les cabinets médicaux. La deuxième chose, c'est que ces gens ont des profils qui sont extrêmement différents au niveau de leur formation de base. Et du coup, ça rend la formation d'assistant médical extrêmement difficile à faire, à réaliser. Alors, toujours dans le rapport IGAS, l'OPCO, qui est l'organisme qui paye les formations, se retrouve dans une situation très compliquée, parce que d'un côté, on a baissé ses dotations, en particulier les dotations liées aux cabinets libéraux, parce que elles étaient en fait souvent pas utilisées et elles servaient à payer d'autres choses. Sauf que maintenant, on en a besoin, et donc ils ont un déficit parce que la dotation a été utilisée pour autre chose, d'une part, et que d'autre part, leur dotation globale a baissé. Sauf que maintenant, il faut former 10 000 assistants médicaux. Donc c'est un vrai problème financier. Premier élément. Deuxième élément, on a entre 3 500 et 4 000 assistants médicaux embauchés, 600 formations réalisées. Par contre, pas encore validées, parce que la validation d'un dossier, Thierry le sait bien, c'est très chronophage. Je ne sais plus combien de temps il faut par dossier, mais ça n'avance pas non plus. Les organismes formateurs, ils étaient 12. Donc, pour chaque région de France, on a un organisme formateur dédié en fonction de sa localisation géographique. Et il va falloir recruter de nouveaux organismes formateurs parce que, clairement, ils n'arrivent pas à suivre. Alors, il y a eu une analyse des retours de ces formations. La FAE, qui est la formation pour infirmières aides-soignantes auxiliaires puères, est clairement trop longue. La partie secrétariat s'est déconnectée de la réalité. Elle devrait être non présentielle et réduite. Les profils, encore une fois, sont très inégaux, donc ils se retrouvent avec des gens qui comprennent et d'autres qui ont déjà des acquis, donc c'est assez compliqué. Il y a une grosse difficulté d'organisation des sessions et de recrutement de formateurs. Il y a peu d'utilisation des dispenses, puisqu'une secrétaire médicale ne devrait pas faire le module secrétariat et une aide-soignante ne devrait pas faire les 3 autres modules. Mais voilà, ça va se mettre en route. On irait
plutôt entre guillemets, vers une diminution des horaires. Et il faudrait aussi que la formation ait lieu dans la première année de l'embauche. C'est vrai qu'après, c'est beaucoup plus compliqué, parce que comme on a quelqu'un d'opérationnel, quand il s'en va, on est quand même un petit peu dans la panade. Alors, toutefois, même si on est tout à fait conscient qu'il faut faire évoluer la formation de nos assistants médicaux, aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que le CQP, il a été créé dans une structure particulière et on ne pourra pas le modifier avant 2025. Ce qui fait que tous les assistants médicaux qui sont embauchés aujourd'hui doivent se conformer au planning horaire que je vous ai déjà cité dans mes interventions précédentes, à savoir 384 quand on fait tout, 270 quand on est secrétaire et 112 quand on peut faire la FAE. Alors, quelle est l'activité des assistants médicaux? Alors, il y a eu beaucoup de soucis aussi, parce qu'on nous reprochait, à nous, les ophtalmos, mais pas qu'à nous, les cardiologues aussi, d'utiliser les assistants médicaux en dehors de leurs compétences. En fonction de la personne qui lit les attributions théoriques des assistants médicaux. Pour certains, il fallait lire le texte à la lettre, sans aucune évolution possible. Mais en fait, les inspecteurs de l'IGAS ont bien compris qu'on ne pouvait pas être aussi restrictif que ça. Les gens de la CGT nous ont quand même bien tapé sur les doigts. Mais en pratique, le rapport IGAS va pousser pour que ce qu'on fait reste dans les clous. La formation spécifique, ça c'était notre dada. Donc quand on avait conçu les assistants médico-techniques en 2015-2016, on avait conçu une formation théorique commune. Il y avait les ORL, il ne s'est pas souvenu ce matin. Et puis une formation spécifique pour chacun des spécialités qui souhaitaient avoir des assistants. Et ça a été très compliqué en fait avec l'OPCO pour obtenir que cette formation spécifique soit prise en charge. Ça fait quand même 2 ans que Case, Thierry se bat avec l'OPCO pour leur faire obtenir gain de cause. Ça y est, c'est en fait, j'ai reçu un mail hier pour me dire que c'était bon. Donc j'ai refait mes diapos hier dans le train. Donc la formation spécifique, puisque nous avons enfin la validation, ça démarre. Donc on s'est vraiment arraché les cheveux dessus, c'est bon. Au départ, on pensait pouvoir faire du non présentiel, ça n'est pas possible. Pour que l'OPCO prenne en charge, ce sera du présentiel et du téléprésentiel. Alors, vous vous souvenez que j'avais parlé d'une formation à 2 niveaux, un niveau 1 qui était le niveau de débrouillage, qui s'adressait à n'importe qui arrive dans un cabinet d'ophtalmo, qui est non présentiel, qui est un prérequis pour pouvoir s'inscrire à la partie 2, c'est 7 heures en distanciel. À l'heure actuelle, il y a plus de 100 cabinets. Alors je dis 100 cabinets parce qu'aujourd'hui, pour les adhérents du SNOF, cette formation est gratuite. On a une licence qui est commune au cabinet et plusieurs personnes peuvent faire la formation. La partie 2, qui est la partie qui nous intéressait, qui permettait vraiment d'avoir des assistants opérationnels, donc elle est présentielle, avec la journée numéro 1 qui sera du téléprésentiel. Le téléprésentiel, ça veut dire que vous n'êtes pas là, mais vous vous connectez à 8 heures, vous restez connecté toute la journée, il y a des pauses, mais il y a un formateur qui est aussi en présentiel, en téléprésentiel avec vous. Donc, on ne peut pas dire « je fais la formation le soir ». Non, on sera vraiment sur des créneaux horaires bloqués. La journée 2 et 3, c'est du vrai présentiel, avec dans les 2 de la réfraction, des rappels du niveau 1 sur les pathologies, etc. Et puis, avec de la mise en situation sur la manipulation, sur l'interrogatoire. Donc, voilà, je vous ai remis le plan, mais ça c'est le plan qui avait été défini. C'était des choses qu'on avait déjà l'année dernière, sauf que maintenant, on va commencer. Alors, comme c'est du présentiel, c'est compliqué, puisqu'il faut des sites et puis des médecins qui vont accepter de faire la formation. Et donc, pour l'instant,
Il y a 2 sites qui ont été retenus, qui vont démarrer avec des médecins. Donc, c'est les sites d'Alès, de Montauban. Donc, Alès va être celui qui va démarrer en premier. Et sur Paris, ce ne sera pas dans un cabinet, mais ce sera sur le plateau que Nidec met à disposition, mais pas gracieusement, hein. Nidec, c'est une prestation par le formateur. Donc, ces 3 plateformes vont tester, puis ensuite, il y aura évidemment un retour, comme c'est toujours le cas quand on met en place une formation. Et on va diffuser ça en France. C'est clair que tout le monde ne va pas aller à Alès et Montauban. C'est quand même compliqué quand on habite dans le nord ou dans l'est, ou en Bretagne. Mais je n'ai rien contre les autres régions. Ça va être, donc ça se fera autrement. Donc ça va débuter en septembre. Donc on est en septembre. La première session, ce sera 18 personnes. Donc, comme c'est une formation OPCO, c'est forcément des petits groupes, puisque ça doit être interactif. Et au-dessus, on n'a pas droit à la validation de l'OPCO. Donc, ce sera bien entendu des gens qui auront déjà le niveau 1, puisque le niveau 1 est un prérequis. Donc, les premières dates, il a été décidé que pour la formation présentielle, non, téléprésentielle, ce sera en 2 demi-journées pour tester, parce qu'on s'est dit que une journée complète en téléprésentiel, les gens les décrochaient. Donc il y a 2 demi-journées, et puis les 2 journées présentielles à LS. Donc ça, c'est ce qui est fixé. Et on peut s'inscrire dès maintenant pour envoyer nos assistants médicaux. Encore une fois, c'est le facultatif, ça n'a rien à voir avec la formation liée au diplôme et au CQP d'assistant médical. Donc, pour s'inscrire, puisque enfin je peux vous dire qu'on peut le faire, c'est toujours Case, hein, celui qui avait été notre partenaire. Les personnes qui se chargent... Oh, moi je voulais mettre le téléphone, j'ai oublié. Bah, sinon vous me demanderez, Elisabeth aura les coordonnées. Et donc si vous allez sur leur site, de toute façon vous trouverez le lien. Donc il n'y a que 18 places pour débuter la formation, mais ça y est, on peut enfin le faire. Donc depuis 3 ans au moins que je suis sur ce truc-là, je suis contente. Maintenant, reste à trouver des volontaires qui nous aideront à faire les formations dans les autres sites. C'est pas gagné. Oui, bah pour l'instant, on ne sait pas, voilà. Mais bon, reste quand même qu'envoyer nos salariés à Alès, c'est quand même compliqué. Donc, je ne sais pas à quel point c'est poétique, Alès, j'y suis jamais allée, mais c'est pas simple. Il y aura Paris. Il y aura Paris. Mais Paris, justement, on n'a pas de médecin. Paris, il faut trouver des médecins qui veuillent bien aller passer 2 fois une journée, frais payés, hein, bien entendu, rémunérés, pour aller animer les formations. Ce sera plus simple, certainement. Mais bon, si on peut trouver en région aussi, c'est sympa, quoi. Il n'y a pas que Paris, hein. La France, ça n'est pas que Paris, Dieu merci. Des questions? Je ne sais pas si j'ai le temps de répondre. Non. Pas de questions. Je vous remercie. Bien, on va continuer. Il faut qu'on termine la journée. Hein. Avec Jean-Michel Miraté, que vous connaissez tous, qui suit les innovations d'ophtalmologie depuis, j'ose pas dire depuis quand, mais et qui continue, puisqu'il s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, et il va nous en parler, ce qu'on peut faire au royaume de l'intelligence artificielle en ophtalmologie. Bonjour à tous. Alors, c'est un sujet un peu délicat, difficile. Oui, mais là, je reviens en arrière un peu. Voilà. Donc, on parlait d'intelligence artificielle, de l'IA, de robotique très très peu, surtout d'IA régulière et moderne. Ah, on va passer. Voilà, ça c'est le SNOF, donc, qui est le roi de la journée. On peut décrire à peu près 4 IA différentes. Les génératives qui sont vraiment intéressantes, descriptives qui sont très médicales, les robotiques, il y aura peu de choses à dire, et l'avenir pour plus tard. Alors les IA génératives, ce sont des intelligences qui produisent des éléments. Elles produisent du texte, des images, elles produisent du code informatique. C'est vraiment celles qui ont le vent en poupe actuellement. On produit beaucoup de choses, hein. Surtout de l'imagerie.
beaucoup d'imagerie. Ça, c'est une image que j'ai fait vite fait. Voilà. Du son aussi, il y a beaucoup d'activités dans le son. Hein. Ça ne concerne pas beaucoup l'ophtalmologie, certes, mais ça concerne beaucoup d'autres métiers qui vont être très impactés. On en parlera peut-être un petit peu. Alors, ChatGPT, c'est le début de l'IA générative, hein, d'une IA dont on a beaucoup parlé, qui a permis de répondre à des questions que se posaient les gens et qui est très très puissante. Nous sommes à la version 3.5 pour le public. La version 3.4 existe aussi mais est payante. On nous promet la version 5 en fin d'année. Alors, on peut essayer la 3.5 gratuitement, facilement, en se connectant sur le site de ChatGPT. Alors, 91,2%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le taux de réussite aux examens ophtalmo qu'a fait ChatGPT 4. Assez incroyable. Hein, donc, le BO. Excellente réponse. Hein. Et les erreurs, en fait, voilà. Les erreurs ont été faites parce que l'IA n'a pas compris ce qu'on lui demandait, en fait. Mais on pense que dans l'avenir, la progression sera vraiment importante. Voilà. Oui. Donc, ChatGPT 5, il paraît qu'il va y avoir un gap, un saut quantique vraiment majeur à ce niveau-là. Alors, les gens se moquent un peu, mais non, je crois que vraiment il faut en prendre compte. Voilà. On peut payer $20 par mois, hors taxe déductible, si on veut essayer ChatGPT 4. Mais je n'ai pas pris, moi. J'utilise que le 3,5 comme ça, mais pas beaucoup, en fait. Donc, que peut-on en faire? Plusieurs choses. Que peut-on en faire? C'était assez utile pour les étudiants. Pour les étudiants, il répond bien à toutes les questions d'anatomie, assez bien aux questions de pathologie et aux questions générales, bien sûr. En médecine, cette IA est assez puissante, bien qu'elle fasse des erreurs parfois. Mais elle répond toujours de façon décisive, sans aucun doute. C'est ça, il faut se méfier un peu de ça. Elle dit jamais, je ne sais pas, peut-être... non, elle répond toujours quelque chose. Parfois, c'est archi faux. Hein. Ouais, on va le voir après. On peut chercher des informations médicales, hein, puisqu'il va parcourir le web, tous les documents, les textes en anglais, en américain, sur un sujet donné. C'est vraiment bien, c'est mieux que PubMed peut-être. Ouais, très très puissant, j'ai essayé. Donc, ChatGPT 5 en fin d'année, en principe, ils nous ont dit qu'il sera bien sûr payant. Voilà. Donc, ils nous promettent monts et merveilles. On verra. On verra. Oui, il devrait dépasser l'intelligence artificielle générale et pas se hisser au niveau des humains, loin de là, mais il ne devient pas mauvais. Et maintenant, bon, c'est une aparté, mais on fait des systèmes d'intelligence artificielle pour détecter si un document a été créé par une IA ou une image. Eh bien, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à savoir si ça a été fait par une IA ou pas. Tellement c'est puissant. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va remplacer le diagnostic médical? Je ne pense pas. Mais il y a des études qui montrent que, voilà, ça c'est l'utilisation en ophtalmo, radio et dermato, on s'en sert actuellement jamais, quasiment jamais, comme vous pouvez le voir. Mais dans l'avenir, on pense que oui, ça peut être utile. Il faut s'en occuper et l'utiliser comme un outil d'aide au diagnostic peut-être. Et on peut lui demander tout ce qu'on veut. Donc on pense que voilà, dans les années ou les mois à venir, ça peut être utile. Il faut se méfier des hallucinations. Les hallucinations, c'est des erreurs grossières ou subtiles générées par l'IA. Bon, des fois, c'est vraiment évident, et des fois, c'est assez subtil. On appelle ça des hallucinations. Là, c'est une hallucination visible, hein, créée par une IA. 3 jambes, c'est beaucoup. Ouais. Mais ça, on en voit. Hein. Dans les images, il y a beaucoup d'hallucinations sur les mains. L'IA, c'est mal gérer les mains. Ils reproduisent mal les doigts. Bon, passons.
Alors là, j'ai demandé qu'est-ce que c'était qu'un secteur 1 Optam, parce que moi je suis comme ça, secteur 1 Optam. Et donc, ils nous répondent des bêtises. On sera remboursé à 100% sans avoir à faire l'avance des frais. C'est faux. Plus de chances de trouver un rendez-vous dans les délais, c'est faux aussi. Plus de chances de bénéficier d'un suivi médical régulier, n'importe quoi. Prise en charge de votre douleur, n'importe quoi. Donc ça, c'est une IA. Ça, c'est donc Google, celle de Google, qui va s'améliorer, soi-disant. Ça, c'est ChatGPT 3,5 qui répond mieux quand même. Hein, et ils ne disent pas trop de bêtises, là. Sur l'Optam, secteur 1, pour voir. On peut lui poser beaucoup de questions, il répond toujours. Ça, c'était les génératives, donc, hein, celles qui ont vraiment le vent en poupe. Alors, les IA descriptives, c'est celles qui permettent de définir une image, d'étudier une image. Et c'est très, très puissant, très, très puissant. En dehors de l'ophtalmo, on s'en sert beaucoup. On peut s'en servir dans les images, dans les visages, la reconnaissance des visages. C'est impressionnant. On fait défiler une foule de centaines de personnes. L'IA sait qui est dans cette foule. Ils reconnaissent tout le monde. C'est impressionnant. Bon, ça ne nous concerne pas trop. Mais voilà, il y a déjà des années, donc 2018, la FDA a autorisé le logiciel qui permet de diagnostiquer, d'étudier les rétinopathies diabétiques, de calculer le nombre de microanévrismes, etc. 2018 déjà. Hein. On se rend compte qu'actuellement, on ne s'en sert pas beaucoup. Hein. Les Canadiens s'en servent. En Europe, ce n'est pas très, très utilisé. Parce qu'il y a beaucoup de sites web, de services d'ophtalmo qui disent on va s'en servir, on va développer nos compétences. C'est une technologie en devenir, j'ai l'impression. Hein. Mais en réalité, actuellement, c'est pas au top. Ouais, donc tout à fait réalisable. On décrit une image, hein. L'IA décrit l'image très très bien. Hein. Voilà. Après, se posera tout le problème de qu'est-ce qu'on va faire avec la description. Qui va la lire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qui est responsable? Quel va être le parcours du patient avec la description? Voilà, ça c'est New York, hein, qui viennent de sortir ce document. Ils nous racontent que oui, ils vont sortir une IA puissante qui va étudier les pathologies vasculaires dans les AVC grâce aux études du fond de l'œil et des rétinophotos. Mais pour l'instant, rien n'existe, hein, mais ça va venir. Beaucoup de promesses. Alors, il y a des secteurs de médecine où il y a beaucoup plus avancé, en radiologie surtout, en anapath, vraiment c'est puissant. Hein. Donc il faut le considérer comme un outil, il ne va pas remplacer les radiologues, mais les radiologues s'en servent pour avoir des idées, pour trier les radios, avoir des diagnostics auxquels ils n'auraient pas pensé, comme pour les anapathes. Les anapathes aussi s'en servent beaucoup, avec des coupes, donc c'est vraiment de l'imagerie, de la lecture d'imagerie, de l'IA descriptive. Hein. Il y a aussi les urgences qui s'en servent, en ORL pas trop apparemment, et voilà, les urgences aussi, ouais. Et la médecine interne. Donc en ophtalmo, on est un peu en retard, mais elles sont mal, elles sont bien. Alors il y a la robotique, j'ai étudié, enfin j'ai vu tout ce qui était sorti un peu là, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. En ophtalmologie, j'avais fait un petit texte il y a quelques années là, il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Donc actuellement, je crois qu'il vaut mieux se faire opérer par un chirurgien incompétent que par un robot. Oui, il y a des robots qui existent, hein, surtout pour le digestif, la chirurgie digestive par exemple. Ça coûte 1 million d'euros. Et voilà, les avantages ne sont pas évidents. Et en ophtalmologie, ils sont très maigres et pour l'instant, je trouve quasiment inexistants par rapport à tout ce que j'ai lu. Voilà, un avantage pas du tout sûr. Et qui se fera opérer par des robots? Peut-être nos petits-enfants. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une IA de l'avenir qui va se profiler avec l'arrivée des casques VR, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, auxquels on pourrait adjoindre une IA ophtalmo. Ça, ce serait peut-être une idée. Il va sortir beaucoup de casques et même de lunettes qui n'englobent pas le visage, qu'on pourrait utiliser pour des études du champ visuel, de l'oculomotricité. Je pense qu'il y aurait des choses à faire. Hein.
Donc, les champs visuels, mettons l'acuité visuelle, les pathologies. On peut aussi imaginer des casques avec des caméras qui font des photos du fond de l'œil directement. Hein. Techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Oui, tout à fait. Hein. Il y a les orthoptistes qui existent, ouais. Mais c'est assez limité. Parce que là, ça pourrait être vraiment puissant. Hein. Ah ouais, il me semble. Et réduire la myopie, oui, il y a les orthoptistes qui ont un casque, mais là, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux, mais ça fait beaucoup de travail, hein, vraiment. C'est un travail énorme, mais pourquoi pas. Avec la caméra embarquée, ça sera encore mieux. Il n'y a plus qu'à. Alors, j'avais contacté pas mal de gens, hein, des groupes de développeurs informatiques, des sociétés vidéo sur Paris qui sont spécialisés dans la VR et dans la réalité augmentée aussi, qui nous disent c'est possible. C'est possible. Et j'ai aussi trouvé des investisseurs qui disent c'est possible, on amène de l'argent. Après, il n'y a plus qu'à. Alors, qui va être intéressé chez les ophtalmos par ce type de projet, hein. Mais vraiment, on peut le faire. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps de rien faire. Mais si ça vous intéresse, vous me dites, hein, parce que j'ai quelques pistes là. Hein. Est-ce qu'il faut craindre les IA ? Non. Non. Il y en a qui peuvent s'inquiéter. Hein. Actuellement, il y a des grèves à Hollywood. Hein. Tous les cinéastes sont en grève, hein, parce qu'elles sont tellement puissantes. On arrive à cloner la voix des acteurs et leur faire dire ce qu'on veut. On peut cloner les gens, c'est impressionnant. Hein. Tous les doubleurs, les scénaristes, même les réalisateurs sont inquiets. C'est pour ça qu'ils sont en grève depuis des mois et des mois à Hollywood. Hein. Nous, non. Enfin, les médecins sont, il me semble, hein, devraient l'utiliser comme un outil, comme les radiologues le font déjà, il me semble. Mais il faut s'approprier un peu ces technologies, donc il faut les étudier, donc il faut se former. Il faut se former. Il faut maîtriser, et voilà, c'est pas très compliqué, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est difficile. Il faut connaître donc les hallucinations, il faut savoir quelles sont les limites de l'IA. Je vous disais, elle dit toujours les choses avec certitude, alors que c'est pas du tout sûr du tout des fois. Que faire pour s'y préparer ? Peut-être un DU IA et ophtalmologie, je ne crois pas que ça existe. Voilà, peut-être pour les petits jeunes qui s'inscrivent, là. Se tenir informé avec un ophtaliste, bien sûr, liste de diffusion, tout ça. Information annuelle, de mise à jour, peut-être faire une petite mise à jour chaque année, parce que ça évolue tous les 6 mois, tous les 3 mois des fois. Il y a beaucoup d'IA qui sortent actuellement, il y en a des dizaines. Hein. J'essaie de suivre, j'ai du mal à suivre. Il y en a qui sont mauvaises, hein, mais il y en a qui ne sont pas mauvaises du tout. Hein. Pas mauvaises du tout. Hein. Pas toujours en médecine, mais dans les secteurs autres. Voilà, bien comprendre et s'approprier ces outils, en fait. Parce que c'est nous qui devons les utiliser et pas des non-ophtalmos. Hein, qui rêveraient de faire des diagnostics sans médecin, sans ophtalmo, avec une IA. Il y a des problèmes de responsabilité, de prise en charge, etc. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui y pensent. Hein. Donc, ce doit être nous qui nous occupons de tout ça. Voilà. Les soucis, responsabilité, la compétence. Et les radiologues, par exemple, vérifient toujours, bien sûr, les radios, et c'est eux qui signent le diagnostic, c'est pas l'IA. Il y a parfois des pays qui rêvent de ça parce qu'ils n'ont aucun médecin. Mais nous, en Europe, on doit maîtriser tout ça. Hein. S'inquiéter, non. Parce qu'on est toujours les meilleurs. Il faut savoir que les ophtalmos sont les meilleurs. Il n'y a qu'à voir les internes qui choisissent l'ophtalmo en deuxième position. Oui, ça c'est vrai. Que dans les avions, on pourrait avoir des avions sans pilote. Hein. On sait faire les drones depuis des années. Mais qui volera dans des avions sans pilote ? Voilà, donc il y a une confiance des gens dont on peut bénéficier. Prise en charge des patients, il y a toute une prise en charge. Hein. Ceux qui s'inquiètent, je vous disais, donc tout le métier de journalisme, du stylisme, de tout ça, du graphisme, eux, ils s'inquiètent beaucoup parce que y a Midjourney qui fait des images, ça coûte $24 par mois, hors taxe, déductible. Ça coûte pas cher. Par exemple, j'ai pris une photo d'un viking, je l'ai remplacé par un personnage connu, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Et donc, c'est assez facile. Voilà. Alors, le personnage connu.
Alors maintenant, on peut aussi faire des modifications à partir d'une photo. On prend une photo sur Internet, on peut arriver à la faire parler, à la transformer en vidéo. Et si on a la voix du personnage, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Alors, j'ai essayé. Je ne sais pas si ça a marché. Enter. Alors, attends, je vois rien plus. Alors, voyons. Tac, tac. Tu as vu? Ah oui, je vois pas là. Ah oui, je vois un peu. Ça marche pas trop, hein, si. Tu arrives. Merci à tous pour votre présence sous l'égide du SNOF. À bientôt. Juste à partir d'une photo qui est sur Internet, quoi. À partir d'une photo. Et là, on a réussi à faire une petite vidéo. Alors, j'ai pas eu le temps de cloner la voix, excusez-moi. Parce qu'on peut cloner la voix, hein. On fait un clonage extraordinaire. Avec quelques minutes de la voix d'une personne, c'est fantastique, hein. On fait dire ce qu'on veut. Je vous le refais là pour le plaisir. Excusez-moi Thierry. Merci à tous pour votre présence sous l'égide du SNOF. À bientôt. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Pour montrer qu'on peut faire des choses comme ça, étonnantes. Hein. Voilà, donc on peut dire, voilà. Bon, j'ai fait un petit site web là d'informations rigolo, où j'ai mis les principales IA génératives intéressantes. Hein. Vous pouvez y aller si vous voulez, c'est en bas là. IA-générative.fr, où j'essaie de mettre à jour un peu les nouveautés intéressantes, hein. Que ce soit dans l'image, dans le son. Moi, je ne suis pas très doué en son, c'est pas mon truc. On fait du stylisme aussi actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'on peut créer des vêtements. On peut créer un tas de trucs. Après, si vous voulez faire de la VR ou de la réalité augmentée, vous me dites, hein, je crois qu'on a fini. On termine avec tout ça. Il y avait une musique? Non, il n'y a pas de musique. Non. Voilà, merci. Vous avez une ou deux questions pour Jean-Michel? Alors, il faut savoir que prochainement, normalement, l'industrie, justement, la chanson a prévu de faire des abonnements pour que les gens puissent cloner leur chanteur préféré et lui faire dire ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Et puis des nouvelles chansons, faire des nouvelles chansons des Beatles ou des Rolling Stones ou le Florent Pagny ou des choses comme ça. C'est intéressant, ça développe beaucoup de problèmes. Hier, j'étais à Paris, là, je suis allé voir une avocate spécialisée dans l'IA et dans la propriété intellectuelle. Hein. J'ai discuté 1 heure avec elle, hein, payant bien sûr. Mais j'ai appris beaucoup de choses, hein, donc on pourra en parler un autre jour. C'est bien que tu as montré que ça ne concernait pas que la médecine, finalement, ça sera peut-être plus inquiétant en dehors de la médecine, effectivement, que pour nous. Et notamment l'IA est politique, l'IA est police, armée, etc. Parce que l'IA va être utilisée aussi par les armées, ça c'est clair. On va essayer de... Je vous remercie d'être restés tous jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas évident. Je vais essayer d'aller relativement vite, même s'il y a beaucoup de diapositives, parce que finalement, on a déjà pas mal discuté de tout ça un peu ce matin. Et puis il y a quelques points qu'il faut retenir, mais effectivement, tout ça, ça pourra être changé avec les évolutions sur l'IA ou d'autres choses qui vont arriver. Et par exemple, il y a 4-5 ans, on n'avait pas prévu l'arrivée massive des centres de santé, par exemple. Et certains prévoyaient que ça allait vraiment tout bousculer, et puis qu'aujourd'hui, on serait à 40-50% de l'ophtalmologie qui serait déjà dans les centres de santé. Alors, juste un rappel, vous savez que la DRESP, c'est pour montrer la qualité des prévisions d'une façon générale. En 2009, c'était pas si longtemps, il y a quand même 13-14 ans, prévoyait qu'en 2025, donc dans 2 ans, on serait 3500. Et là, vous voyez qu'en fait, en 2011... on était 5760 et en 2023, on est 5749. Malgré toute l'augmentation que vous voyez des générations d'ophtalmos qui sont arrivées à l'âge de 65 ans, qui auraient dû effectivement conduire à avoir 3500 ophtalmos prochainement. Et en fait, ça a pu être évité grâce notamment au fait que le cumul emploi-retraite et puis que les ophtalmos travaillent de plus en plus tard, parce qu'on a validé beaucoup d'étrangers. Parce qu'on a quand même fini par former un peu plus d'ophtalmos
qu'avant, même si ce n'est pas suffisant. Et puis ce qui fait que les dernières années, là, on a réussi à équilibrer en fait les entrées et les départs. Vous voyez qu'en 2018-2019, le pire des départs, ça devait être entre 2018 et aujourd'hui, 2023. On a réussi quand même à peu près à équilibrer les choses, sauf en 2021, au moment de la pandémie, donc après les confinements, où là, il y a eu un excès quand même de départ en retraite, puis une cessation d'activité. Probablement, il y a des gens qui se sont dit, bon, il est temps d'arrêter. On a même vu des gens entre 50 et 60 ans s'arrêter, ce qu'on ne voyait jamais auparavant. Et donc, le pic de départ qui était plutôt prévu en 2023, il a eu lieu en 2021, ce qui fait qu'en 2022, il y a un peu moins de départs, même si on a des taux relativement élevés. Et en 2023, quand on a eu les chiffres ces dernières semaines, on était à 227 départs en retraite contre 282 donc en 2021. Donc, contrairement à ce que disent encore les pouvoirs publics et l'adresse, on n'est pas du tout dans une situation qui va encore s'aggraver dans les prochaines années, mais plutôt on a dépassé le pic, et c'est sûrement vrai également pour les autres spécialités, pas seulement pour l'ophtalmologie. La médecine générale est plutôt décalée d'1 ou 2 ans en arrière. Donc il est probable que d'ici... eux, ils auront plutôt le pic en 2024 ou 2025. Les prévisions de départ, ce serait probablement autour de 200 l'année prochaine, et après 180, et puis progressivement on va se rapprocher de 250. Là vous avez le cumul emploi-retraite, qui est à peu près stable depuis quelques années. Pour la première fois cette année, ça a légèrement baissé, très peu, et là vous avez la répartition, lui, il est maximum entre 67 et 71 ans. En bas vous avez les femmes, et en bleu les hommes. Mais ça va commencer à baisser sérieusement à partir de l'année prochaine, et il va diminuer. Ce qui a surtout diminué sur les dernières années, c'est les effectifs des ophtalmos au-delà de 62 ans qui ont continué sans être en cumul emploi-retraite, qui ont cherché à avoir plus de trimestres validés, puis pour augmenter leur retraite. Et vous voyez que ça commence sérieusement à baisser. Là, entre le maximum, c'était 2020, et depuis 2020, ça baisse. Et la conséquence, que je vous dis ce matin, c'est que depuis 2017, on a un rajeunissement des ophtalmologistes libéraux qui sont ici en vert, et ça va continuer, probablement encore une dizaine d'années. Donc on va passer dans 5 ans, probablement sous les 50 ans. Donc on n'est plus du tout dans une profession vieillissante, comme c'est encore dit. On a eu il y a quelques semaines la CNAM qui voulait sortir un rapport sur les ophtalmologistes libéraux, et puis commençait à dire une population très masculine et vieillissante. Alors on dit, mais c'est tout à fait le contraire de la réalité. Et donc là, ils ont décidé de refaire complètement leur rapport. Ils nous l'ont annoncé il y a quelques semaines, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu décalés par la réalité. Vous allez voir aussi pourquoi. Bon, en tout cas, actuellement, on a eu... Alors pourquoi, vous voyez ici, comprenez pourquoi on a compensé en partie, en tout cas, les mauvaises prévisions de l'adresse. On était à peu près un peu moins de 600 ophtalmos travaillant après 65 ans, là, il y a en 2013, et actuellement, on est passé à 1450. C'est la dernière année où ça augmente, et puis à partir de 2024, ça va baisser. Alors, on sera probablement à 800 en 2030. Et là, sur cette courbe qui compare les ophtalmos de moins de 60 ans, qui c'est les forces vives actuelles et puis à venir, et ceux de plus de 60 ans, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose d'important en 2019, puisque jusque-là, on est pratiquement un équilibre entre les deux, et là, brutalement, depuis, l'écart s'accroît, donc ça, c'est les libéraux. Et vous voyez que très rapidement, la part des plus de 60 ans est en train de se réduire par rapport aux moins de 60 ans. Donc, on est vraiment dans un rajeunissement rapide, qui est un peu moins rapide pour l'ensemble de la spécialité, parce qu'il y a les ophtalmologistes salariés, donc il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont dans les hôpitaux qui sont plutôt jeunes et qui vont s'installer ensuite, ou qui vont devenir hospitaliers définitivement. Et puis vous avez tous les retraités qui ont été recrutés par les centres de santé ou des structures poussées par des financiers, et qui ont une moyenne d'âge qui dépasse 60 ans. Donc beaucoup plus que celle des moyennes d'âge des orthoptistes, des ophtalmos libéraux ou des hospitaliers. Mais bon, enfin, on voit le même phénomène quand même, c'est en train de s'écarter les deux courbes. La conséquence, c'est que notre pyramide des âges, qui était une catastrophe il y a 6 ans, qui ressemblait à une croix de Lorraine, là, vous voyez que 7 ans après, elle a complètement changé. On est plutôt sur une colonne, avec un équilibre qui est actuellement bon entre 30 et 65 ans. Mais dans 3 ans, on aura un équilibre parfait entre 30 et 70 ans.
Et à quel point ça peut changer rapidement une pyramide des âges. Ça peut paraître étonnant, mais parce qu'en fait, là, il y a le renforcement à la fois des jeunes ophtalmos, mais également des étrangers qui sont venus finalement renforcer toutes les strates. Et une évolution majeure aussi, c'est que vous voyez qu'en dessous de 45 ans, vous avez autant de femmes que d'hommes. Ça, c'est vraiment une évolution nouvelle, qui d'ailleurs opère actuellement autant que les hommes. Donc c'est très différent de ce qu'on avait auparavant, même si globalement, pour une spécialité chirurgicale, on était plutôt spécialité qui... il y avait beaucoup de femmes. Globalement, bon, quand vous demandez à la CNAM, vous êtes de moins en moins nombreux, puisque vous étiez 5000 ophtalmos en libéral en 2015, vous êtes plus que 4400, 4500 disons en 2022. Mais en fait, ils ne tiennent compte qu'uniquement des ophtalmos qui ont leur cabinet et qui prescrivent en leur propre nom. En fait, comme il y a beaucoup de cumuls en retraite et de remplacement, en fait, la diminution elle est beaucoup moins importante en réalité pour les libéraux. On a une baisse de 3% depuis 2015 et non pas de 11%. Et ça va s'inverser, c'est la dernière année où ça baisse en fait. Probablement l'année prochaine, ça sera stable, et puis après, ça va partir dans l'autre sens. Donc les prévisions qu'on pourrait faire vers 2030, c'est qu'on ait 4900 ophtalmos libéraux, à peu près le niveau qu'on avait en 2015-2016, et 1000 salariés en plus, avec une réduction progressive des salariés en fait dans les structures, dans les centres de santé, donc les salariés relativement âgés. Les orthoptistes, comme vous le savez, on a beaucoup augmenté leur formation. On est autour de 500 à 550 postes gouverneurs clausus, avec une perte qui semble être de 15 à 20% entre la première année et l'installation, ce qui fait qu'on a plutôt 400 nouveaux orthoptistes qui arrivent tous les ans sur le marché. Donc ça va augmenter pendant encore longtemps. Actuellement, on est plutôt autour de 6200, 6300 orthoptistes. Ça dépend comment on les compte, parce que le fichier ADELI n'est pas très fiable. Mais on arrivera à peu près à 9000, 9500 orthoptistes en 2030. Et avec un croisement des courbes, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'orthoptistes salariés dans les cabinets que d'orthoptistes libéraux. Et nettement plus si on rajoute les hospitaliers. Donc 9400 orthoptistes en 2030 et donc 5300 salariés probablement. Là, c'est le développement du travail aidé, on en a parlé ce matin. On va arriver, si on regarde les ophtalmos qui sont à 94% en travail aidé, on sera probablement entre 90 et 95% d'ophtalmos en travail aidé en 2030. Et plus donc les autres aides. Actuellement, on a à peu près 5200 aides en tout, dont 2400 orthoptistes. Ça ne pourra pas monter de 10% par an pour les orthoptistes salariés. Donc on sera probablement autour de 4000 orthoptistes salariés dans les cabinets vers 2030. Et autant finalement de salariés, assistants médicaux, infirmières et opticiens. Donc à peu près moitié-moitié. Actuellement, on est à 1,46 aides en moyenne pour les ophtalmos qui sont travail aidé. C'était à 36 l'année dernière et on voit que ça monte à près de 0,1 tous les ans. Donc on arrivera autour de 2, peut-être un peu plus en 2030. D'où le modèle qu'on pousse depuis longtemps d'avoir 2 assistants par ophtalmo, dont un sera orthoptiste et l'autre il sera autre chose en moyenne. Alors, dans ce temps-là, que vont devenir les centres de santé? Bon, vous avez vu que la loi n'est pas encore en application. En fait, actuellement, tous les déconventionnements, c'est lié au mécanisme de l'assurance maladie, mais pas la nouvelle loi, à peu de choses près en tout cas. Donc tout ça, ça va rentrer en application surtout en 2024. Et puis, normalement, dans le PLFSS, il doit y avoir des moyens de contrôle qui seront alloués aux ARS. En tout cas, c'était le but proposé par la loi. Et vous savez que les dépenses de santé pour les centres de santé sont passées de 2% du total en ville à plus de 13% en 2021. On n'a pas eu les chiffres 2022. Donc c'est une évolution quand même considérable. Donc je pense qu'on a quand même des chances que ça revienne en dessous de 10%.
malgré le modèle de centre de santé qui sera efficient, il reste à inventer, hein, parce que jusque-là, les centres de santé qui faisaient de l'ophtalmologie, avant les dérives, étaient peu nombreux et ça marchait pas très bien. Puis vous avez vu que certains centres classiques comme le COSEM posent maintenant aussi des problèmes. Les autres déviances qu'on a constatées depuis quelques années, vous savez qu'on est en procès depuis très longtemps avec le OFTA, on arrive normalement au bout, là, on va repasser la troisième fois en cassation. Donc normalement on aura une jurisprudence très, très solide après. Il y a aussi la succursale qui est à Agen qui va repasser en appel là, prochainement. Donc on espère qu'après ça sera la fin de toutes ces procédures qui sont absurdes depuis des années. Simoptique est clairement aussi... Alors Simoptique, c'est aussi Lileo, c'est un peu comme Ophtalmo.io qu'on a barré. Tous c'est dans le collimateur. Et si vous avez bien lu le rapport chargé produit, donc sans le dire, il les vise également. Donc on peut espérer que ça soit également barré. Après, pour les téléconsultations en magasin d'optique, on voit bien qu'il y a plus de flottement par des pouvoirs publics en se disant on ne va pas tout interdire quand même. Pour l'instant, c'est des volumes très très faibles. Hein. En un an, c'est 5000 personnes chez Afflelou et Thyssen, ça pourrait pareil. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner à terme parce qu'il n'y aura pas les ophtalmos nécessaires. Alors, sauf à dériver complètement, je ne vois pas très bien comment le développement pourra se faire avec des dizaines et des dizaines de postes installés. En tout cas, ça pose toujours le problème de la financiarisation dont on a parlé ce matin. On avait identifié 5 vagues de financiarisation. La première, ça a été Point Vision. Hein, et je pense qu'il y a encore des évolutions qui vont se faire au niveau de Point Vision, notamment lorsqu'il y aura le départ de son créateur, fondateur. Après, il y a eu les centres de santé, donc là, ça a pris quand même. Alors, Point Vision, actuellement, c'est un peu moins de 5% du budget de l'ophtalmologie de ville. Les centres de santé, ça a monté beaucoup plus rapidement, puisqu'on est arrivé à 13%. Ophtalmo.io, ça a été bloqué par la justice. Les magasins divers et variés, pour l'instant, c'est des volumes très faibles. Ça ne devrait pas normalement aller très très loin, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une dérégulation du système. Mais le vrai problème, c'est ce qui a été évoqué ce matin, c'est le rachat en fait de cabinets par des investisseurs. Hein. C'est ce qui arrive dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, il y a déjà 20% des cabinets qui ont été rachetés par des fonds d'investissement britanniques, en utilisant un système qui ressemble un peu au centre de santé, quoi. C'est les MVZ, qui est un modèle apporté de l'Allemagne de l'Est, en fait. Alors l'objectif quand même qu'on peut avoir, c'est que tout ça, on arrive à le limiter à 20% des soins de ville pour que la médecine libérale, finalement, qui montre quelques intérêts majeurs, notamment la pertinence des soins, ça pourrait quand même pousser les pouvoirs publics à voir la médecine libérale d'un œil meilleur qu'il y a quelques années. Alors, à côté de ça, est-ce que, on dit toujours les besoins augmentent, etc. Il faut quand même savoir qu'on est dans un changement démographique global majeur pour les pays européens, dont la France, et on a une chute très rapide de la démographie des naissances, puisqu'on est passé on était même à 830 000 il y a une quinzaine d'années, on est passé à 723 000 en 2022, on devrait probablement passer sous 700 000 naissances dans les prochaines années. Et parallèlement, le nombre de décès augmente. On pourrait dépasser 700 000 également dans quelques années, ce qui fait qu'on n'aurait plus de croissance, en fait. On n'aurait plus du tout de croissance de la population, sauf à relancer l'immigration. D'où, d'ailleurs, un des motifs de la loi immigration. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ça augmente le turnover, c'est-à-dire entre les nouveaux patients et ceux qui disparaissent du système. Ça va diminuer en fait la demande, curieusement, parce que ceux qui partent, ils consomment 2 fois plus de soins que ceux qui arrivent. Et ça peut expliquer en partie pourquoi les délais de rendez-vous ont baissé ces dernières années aussi. En tout cas, depuis ces dernières années, on a vu que les ophtalmos étaient capables de produire à peu près 600 000 séances de plus par an. Donc ça, c'est grâce notamment au travail aidé. Et donc ça va être accru probablement par les changements démographiques.
Et puis à quoi il faut rajouter actuellement à peu près 200 000 patients de vue tous les ans en plus par les orthoptistes et qui risquent d'augmenter avec les nouvelles prérogatives qu'on leur a données. Donc on pourrait se retrouver rapidement à 800-900 000 séances en plus. On va en reparler juste après. Alors juste là pour vous montrer que les prévisions des pyramides des âges, en France, vous voyez que la population globale ne va plus beaucoup augmenter en dessous de 70 ans, elle va même plutôt se réduire, parce que ce qui est prévu, la seule chose qui augmente, c'est les plus de 70 ans. Donc les plus de 70 ans, c'est des personnes qui présentent normalement des pathologies vraiment médicales et qui vont devoir besoin des médecins. Alors il y a des différences suivant les pays. Vous voyez que par exemple l'Italie, c'est catastrophique. Hein. Non seulement il y a beaucoup de vieux, mais toute la population moyenne et jeune, elle se rétrécit, quoi. Le Royaume-Uni, à peu près la même pyramide des âges que la France, et le vieillissement de la population, il va continuer bien sûr, mais il n'est pas plus rapide que ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, on a réussi quand même à faire face à la situation. Et donc globalement, on peut estimer qu'on ait des besoins de l'ordre de 130 000 nouvelles prescriptions optiques, en fait, des nouveaux porteurs par année. Il faut qu'on enlève ceux qui meurent et ceux qui arrivent, enfin, les presbytes qui arrivent. Et pour le reste des besoins, on serait autour de 400 000 par an avec les cataractes, les IVT, etc. Et donc tout ça, c'est moins que les 700 ou 900 000 séances supplémentaires qu'on pourrait produire les ophtalmos et les orthoptistes. Donc c'est pourquoi la situation est loin d'être certain qu'elle s'aggrave, au contraire. D'autant plus que les besoins optiques, ils sont, comme on l'a évoqué ce matin, globalement satisfaits, même s'il y a peut-être des petites niches qu'on peut améliorer. Et parallèlement, il y a donc des évolutions dans l'organisation des cabinets. On a encore beaucoup de cabinets qui sont avec des ophtalmologistes en mode solo, à peu près 38%, mais ça diminue régulièrement. Et probablement, si on regarde comment exercent les jeunes, on va sans doute se retrouver à peu près à 15-20% qui seront dans des cabinets seuls dans une dizaine d'années. Et donc même en 2030, on pourra 75% des ophtalmos en cabinet de groupe. Ce qui veut dire qu'il y aura à peu près 1000 cabinets solos qui vont fermer ou disparaître. Et on voit bien que ces cabinets sont essentiellement dans des villes moyennes ou petites. Et ils sont rarement maintenant actuellement les grandes villes, puisque les grandes villes, il y a surtout des cabinets de groupe, ce qui fait qu'on ne pourra pas les remplacer par la télémédecine. Donc ceux qui proposent des postes de télémédecine uniquement, ce n'est pas ça qui va remplacer les 1000 cabinets avec une population relativement âgée qui a l'habitude de consulter en présentiel. Donc il faut vraiment développer des sites secondaires avec des ophtalmos qui se déplacent réellement. Parce que ça n'a aucun sens de croire qu'on va arriver à remplacer ça uniquement par la télémédecine. D'autant plus qu'il va encore falloir aussi essayer d'améliorer la présence des ophtalmos. Là, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Donc il y a un double mécanisme. Il faut non seulement combler les zones sous-dotées actuelles, mais également celles qui vont se créer avec le départ des ophtalmos qui exercent seuls. Donc c'est d'où l'intérêt, d'où l'importance finalement des négociations conventionnelles qui s'annoncent. En plus, on pourra effectivement solliciter des orthoptistes. Vous savez qu'on n'a pas que des orthoptistes qui sont prescrits actuellement, puisqu'on a des protocoles organisationnels qui sont maintenant opposables. Il faut savoir qu'ils sont rentrés dans la NGAP, donc on peut vous les demander en cas de contrôle. Et d'ailleurs, on va travailler sur des protocoles génériques pour essayer de simplifier un peu les choses, du moins en présentiel. Il y a les protocoles à distance qui ont été annoncés ce matin. La prescription optique, la primo-prescription optique, personnellement, je pense qu'elle a beaucoup plus de chances de se développer dans des cabinets d'ophtalmo, où on dévie une partie de la demande vers les orthoptistes en question, que dans les orthoptistes libérales, où il va falloir vraiment créer le flux, et puis gérer les contre-indications, et puis également avoir une notoriété à acquérir, ce qui n'est pas actuellement le cas des orthoptistes dans la population. Lorsqu'on fait des enquêtes, on voit que la plupart des patients ne savent pas encore ce que c'est vraiment l'orthoptie, quelles sont ses possibilités. Tout ce qu'on pousse en fait depuis maintenant plusieurs années, puisque la première fois que ça a été mentionné, c'était quand même dans le rapport IGAS de 2015, qui est le pôle d'ophtalmologie libérale, qui a un cabinet de groupe avec plusieurs sites où les ophtalmos peuvent
passer d'un site à l'autre, un peu ce que font d'ailleurs les radiologues actuellement, avec maintenant de plus en plus de possibilités finalement d'exercice sur les sites secondaires avec les orthoptistes, que ce soit pour la rééducation, pour le présentiel. Il ne faut pas oublier que dans les zones sous-dotées, il n'y a pas d'orthoptistes en général, donc il n'y a pas d'offre de rééducation non plus. Voilà, bien sûr, il faut travailler avec les orthoptistes existantes et puis en ville et puis les magasins d'optique. Pour les opticiens, vous avez peut-être vu ce matin que c'est pas simple. Ils ne sont toujours pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets. Et il y a la concurrence exacerbée fait qu'ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des projets communs, en fait. Voilà. En tout cas, il faut, moi, à mon avis, pour résister aux financiers, le meilleur moyen, c'est effectivement que les ophtalmos développent des pôles qui fassent du territorial et arrivent. Parce qu'on voit bien que, notamment les centres de santé, pour l'instant, ils ont été incapables d'aller vraiment sur des zones sous-dotées. Ils avaient besoin de grosses agglomérations pour pouvoir exister. Et ça sera sans doute le cas pour encore pas mal de temps. Donc il n'y a que les médecins libéraux qui sont capables, en fait, de mailler actuellement le territoire. Voilà, puis en l'IA, Jean-Michel vous en a parlé. Bon. C'est la grosse inconnue à quel point ça va bouleverser les situations. Le vrai problème, c'est qu'on voit que derrière les IA, il n'y a pas l'IA, il y a des IA. Et dans chaque IA, il y a des filtres qui sont très humains, qui sont posés pour pas que les IA fassent n'importe quoi ou disent n'importe quoi. ChatGPT, c'est plein de filtres. Donc, on peut mettre des filtres également pour dévier un peu le résultat. Donc, et finalement, il n'y a que le médecin qui pourra être le garant de la qualité vis-à-vis du patient dans l'utilisation de l'IA. Il faudrait bien qu'il fasse confiance à un humain, en tout cas, d'où le garant humain qui est mis en avant actuellement. Mais bon, tout ça, ça peut être bouleversé, puis peut-être d'un pays à l'autre, ça sera différent. Alors, les robots, tu n'as pas parlé du robot, notre ami Michael Assouline. On verra bien ce que ça donne, mais il est un peu inquiétant lorsqu'il dit, par exemple, quand il a 80 ou 90 données, il arrive en 15 secondes à voir le résultat, quoi. Bon. Et puis, bon, il y a toujours des champs à reconquérir. Bon, le diabète, on en a parlé, mais on n'est pas si mal que ça, contrairement à ce que... Et peut-être qu'on est mieux que ce qu'on dit, même. Pour les enfants, bon, c'est en cours. Les EHPAD, ça, c'est un vrai problème. Il y a 3 ans, tout le monde se foutait des EHPAD. Hein. Et puis depuis, il y a eu le Covid, il y a eu le scandale Orpea. Maintenant, il y aura peut-être le scandale dans les crèches, vous avez vu. Et alors, il y a 2 choses qui actuellement sont sans doute sous-développées en ophtalmologie. C'est la chirurgie réfractive et puis la chirurgie plastique orbitopalpébrale. Donc, il semblerait qu'il y a un regain d'activité dans ces domaines-là. Ce qui est possible, parce que s'il y a moins de délai, les gens s'intéressent plus à ça. Et il y a aussi un projet qui pourrait être poussé en ophtalmologie. Ça serait progressivement, vous avez vu que 75% des gens portent des lunettes. Peut-être on a les moyens, en fait, à l'avenir, peut-être de diminuer la dépendance de la population vis-à-vis des lunettes. Et c'est peut-être un projet de santé publique qu'on peut avoir, que ce soit chez les enfants avec la frénation de la myopie, la chirurgie réfractive chez les adultes jeunes. Et quand même, il y a beaucoup d'adultes qui ont peut-être cataracte, qui ne portent plus de lunettes, ou très peu. On a dépassé 1 million d'interventions de cataracte l'année dernière. Hein. Et ça va monter probablement jusqu'à 1,3 million. Et puis après, il y aura un plateau vers 1,4 million. Et voilà. Donc on a quand même une filière efficace, avec des délais de rendez-vous en voie de résorption, des perspectives finalement qui ne sont pas si mauvaises que ça, puisque globalement, on a fini de descendre au niveau démographique et puis on a de plus en plus d'aides. Vous voyez que les aides, finalement, on pourrait même peut-être les doubler d'ici 2030. Donc on peut faire des guichets vraiment qui sont quasiment incontournables pour la population et qui prendraient en charge tous les problèmes médicaux et optiques de la population. Donc, ce n'est pas les médecins qui seront la variable ajustable, ça c'est quasiment sûr. Par contre, avec l'IA, on peut se demander si, dans certains cas, il n'y aura pas trop de paramédicaux dans certains domaines. Donc, l'objectif, c'est quand même de garder la responsabilité et la direction des structures d'ophtalmologie, garder l'éthique, la pertinence et l'indépendance, parce que l'éthique et la pertinence, c'est ce qui fera la différence avec les autres. Et je pense qu'on a quand même les moyens de résister aux sirènes de la financiarisation.
Mais ça, c'est un vrai débat interne à la profession.